Alors de quoi vous souvenez-vous? On a un petit peu de tout, hein. C'est un petit village bien tranquille, où les gens s'accordaient bien, où il y avait un patronage, il y avait un curé, il y avait des activités, mais communales, quoi. Il y avait les fêtes de Saugeois, les fêtes des tilleuls, avec Monsieur Nachon, il y avait des petites choses comme ça. Et puis autrement, le dimanche, il y avait la messe, comme tout le monde, les vêpres, puis les après-vêpres pour les jeunes qui courent un petit peu dans la campagne. Puis autrement, il y avait beaucoup de boutiques, les gens descendaient, il y avait des bancs devant toutes les maisons. Quand les gens remontaient avec leur commission, s'asseyaient un petit coup, faisaient une petite causette, et puis ça remontait la rue, voilà. Et puis, tout tranquillement, les jours passaient, c'était vraiment tranquille. Puis après, bien sûr, les gens ont grandi, la guerre est venue, ça a été tout éparpillé, vous voyez bien. C'était terminé. 1922. Benito Mussolini, fondateur du parti fasciste italien, est élu au Parlement parmi le bloc nationaliste. Il est nommé chef du gouvernement par le roi et installe une dictature de 1926 à 1943. Il poursuit son ambition coloniale et impérialiste en envahissant l'Éthiopie en 1935. Fondateur du Parti national-socialiste, parti raciste et xénophobe, Adolf Hitler, au bénéfice d'une crise économique sans précédent en Allemagne, arrive au pouvoir par la voie démocratique en 1933 et instaure une dictature dans les mois suivants. En mars de la même année, il ouvre le premier camp, Dachau, pour y enfermer les prisonniers politiques. Il y avait une école de filles, deux écoles de filles, deux écoles de garçons. Et puis tous les jeunes se retrouvaient un petit peu, autour de 7-8 heures le soir. Ça faisait des bonnes petites parties de causettes, ou bien devant chez la boulangerie Chêne. On était toute une équipe, puis c'est là que les connaissances et puis que les amoureux commençaient à se connaître. Et puisque beaucoup c'était comme ça dans le temps, fréquenter les enfants du coin. Et autrement, on sortait un petit peu dans les balles. Mais comme on n'avait pas beaucoup de moyens de locomotion, on avait que des vélos, on n'allait pas trop loin. Juillet 1936, en Espagne, le général Francisco Franco prend la tête d'un coup d'État contre le gouvernement de la République. Le coup d'État échoue face à une grande partie de la population qui a pris les armes pour se défendre. Franco reçoit alors l'aide financière et militaire de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie. Les démocraties occidentales abandonnent la République espagnole à son triste sort. L'URSS enverra des cadres de l'armée soviétique, des volontaires du monde entier, ainsi que du matériel, mais en vain. Mars 1939. Après près de 3 ans de guerre, la République espagnole est vaincue par les forces fascistes et nationalistes. Près de 500 000 réfugiés franchissent la frontière française. En mars 1938, Hitler annexe l'Autriche. En septembre, le territoire des Sudètes en Tchécoslovaquie, puis toute la Tchécoslovaquie, en mars 1939. Mais les ambitions d'Hitler vont bien au-delà. Beaucoup de gens du pays, ah oui, il y avait des papillons, il y avait beaucoup de monde qui jouait. Ah oui, c'était une bonne équipe, hein. On a encore des photos où ils sont 30-40, hein. C'était dirigé par M. Coiffier. Après, c'était M. Paget qui a repris derrière. Et il y avait des beaux concerts. Et puis, la fête du patelin, puis voilà. Avec les cris-cris, un petit peu de manège, puis de balle montée. On était contents, ça durait 3 jours. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Et le 3 septembre, respectant le traité défensif avec ce pays, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 10 mai 1940, l'Allemagne lance son offensive vers l'ouest et envahit les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. En moins de 6 semaines, l'armée française est vaincue. Le 14 juin, l'armée allemande entre dans Paris. Le 17 juin, le maréchal Pétain devient chef du gouvernement. Et le 22 juin, il signe l'armistice avec l'Allemagne. La France est alors coupée en deux, avec au nord et à l'ouest la zone occupée, et au sud la zone dite libre. Le Jura est partagé en son milieu par ces 2 zones. Conliège est dans la zone libre.
Quand on a commencé à être plus grand, on a commencé à prendre nos vélos pour aller travailler. Et puis, on se mettait derrière le taco pour se faire tirer, pour remonter. C'était pas toujours évident, puisque quand on se prenait dans les rails, on prenait une gamelle. Voilà. Et puis, il y avait quand même des cultivateurs à Conliège. Puis, on allait en champ les vaches. C'était une bonne... Remarquez, on gardait les vaches, mais comme il y avait beaucoup de... Oui, comme il y avait beaucoup de jeunes, ils venaient nous retrouver. Alors, on volait les patates. Le 24 octobre, après une entrevue avec Hitler, Pétain propose le principe de collaboration avec l'occupant. Le 8 novembre 1942, les armées alliées anglo-américaines débarquent en Afrique du Nord pour prendre à revers l'African Corps allemande, qui se dirigeait vers le canal de Suez. L'occupant nazi décide alors d'envahir la zone libre le 11 novembre. La totalité du Jura est à présent sous domination allemande. En février 1943, le STO, Service du travail obligatoire, est instauré. Les jeunes nés en 1920, 21 et 22 doivent aller travailler en Allemagne. Beaucoup refusent de partir. Environ un quart de ces réfractaires, comme on les appelait, rejoignent les maquis. Les autres, plus confiants, se contentent de se cacher chez eux ou chez un proche parent. Au début de l'année 1944, les parachutages d'armes pour la résistance s'intensifient, ainsi que les actions de sabotage, et entraînent des opérations de répression meurtrière de la part de l'occupant. Arrestations, emprisonnements, déportations, exécutions. En avril 1944, la 157e division de la Wehrmacht, appuyée par les soldats cosaques, lance l'opération Frühling de répression contre les maquis du Haut-Jura. Le chef de la 157e division est surpris par les méthodes violentes de ces cosaques et de la SIPO-SD, c'est-à-dire les SS, qui pratiquent exécution d'innocents, incendie de maisons, et il en réfère à sa hiérarchie. Au flanc du fameux mur de l'Atlantique, les Alliés ont pratiqué déjà une large brèche. Il y a quelques jours encore, les forces alliées ne disposaient que de quelques têtes de pont. Aujourd'hui, tout un pan de la forteresse européenne est démantelé. Avec chaque marée favorable, les Français ont vu arriver dans le Cotentin des renforts et du matériel nouveau, toujours plus puissant. La bataille des plages est gagnée. À Conliège, le 14 et 28 juin, à 15 jours d'intervalle, la résistance provoque 2 déraillements sur la voie ferrée PLM. André Lançon, natif de Saint-Lupicin dans le Haut-Jura, étudie à Antibes. Il est réfractaire au STO. Son père, malade, revient dans le Jura et loue un logement à Conliège en attendant que leur maison de Lons-le-Saunier soit libre. Conliège vit en temps de guerre. Nous sommes devenus des réfugiés. Nos voisins nous apportent du bois. Il fait très froid. D'autres viennent aider à quelques installations d'urgence, électriques entre autres. Nous avions l'excellente famille Dumont comme voisins. Tout le monde est bon pour nous. Une amie m'avait dit que la police s'intéressait à nous. J'avais répondu « Quoi de plus normal, sous Vichy et l'occupation ?» Bien entendu, je ne lui raconte pas que je suis réfractaire du STO, mais je pose quelques jalons. En effet, je suis venu avec des adresses grâce auxquelles je devrais me mettre à l'abri, mais je ne trouve jamais les destinataires. Parfois, une femme craintive entrebâille sa porte, mais le mari est absent. Donc, mes essais de contact sont vains. Je me heurte à des portes closes et il me faut redoubler de prudence, ceci d'autant plus qu'est survenue la dangereuse affaire de cette machine SNCF que des inconscients ont envoyée sur Conliège à toute vapeur, manquant le tournant de la gare du Haut. Elle est venue s'échouer à quelques mètres de la rue Haute et tout près de la maison de mes parents. Nous n'avons pas évalué l'immense danger qui nous attendait, car le trio milicien nazi cosaque risquait d'entreprendre son action de représailles, et il est certain que cette machine, couchée tout près des maisons, quelque temps avant le 11 juillet, allait contribuer aux événements dramatiques qui ont endeuillé Conliège pour toujours. Le 11 juillet 1944, c'est le début de l'opération Treffenfeld contre les maquis du Haut-Jura et de l'Ain. Le lieutenant-général Wilhelm Friedrich, dont le PC est installé à Dijon, décide de l'opération. Les forces allemandes prévues pour cette opération sont quelques unités de la 157e division de réserve, la Sicherheitspolizei, et 3 régiments de la Freiwilligenstammdivision. 9000 hommes sont engagés pour l'opération, soit 2 fois plus qu'au cours de l'opération Frühling contre les maquis du Haut-Jura au printemps de la même année.
Elles reçoivent à nouveau un contingent de Cosaques venus de Lorraine et de Haute-Marne et partie intégrante de la Freiwilligenstam-Division, engagée volontaire dans la Wehrmacht. Leurs crimes, incendies, exécutions, pillages, viols resteront gravés sur les monuments aux morts du Jura et de l'Ain, ainsi que dans les mémoires. En juillet 1944, les troupes allemandes se replient et investissent Saint-Dizier. Mon oncle, donc le frère de ma mère, Marino Gori, né en 1924, travaille comme chauffeur dans une entreprise de récupération. Il est chauffeur d'un camion-benne. Il est presque midi, il se dépêche de rentrer pour le repas. Il est arrêté brutalement sur la place d'armes de Saint-Dizier. Tous les camions et tous les véhicules pouvant transporter du personnel sont arrêtés. L'après-midi, tout le convoi part direction inconnue, mais donc sans avoir eu le temps de prévenir quiconque, ni son employeur, ni sa famille, ni rien, tout simplement vêtu d'un pantalon de travail et d'un petit Marcel. Tout ce convoi est stoppé à Chaumont, donc à 75 km de Saint-Dizier, où il retrouve d'autres camions et tout un groupe de soldats russes ou cosaques. Vient passer un taxi, très beau véhicule pour l'officier allemand. Il l'arrête donc. Manque de chance, le chauffeur n'a pas voulu se libérer de sa voiture. Une nuit deux, l'Allemand sort le chauffeur manu militari, le fait monter dans les camions, comme les soldats allemands, et balance une grenade dans la voiture. Les camions chargés de soldats, direction Lons, Dijon, Dole, Lons-Saunier. Je ne me souviens même plus s'il y a d'autres arrêts. À Orgelé, pour une cause que j'ignore, des maisons ont été incendiées. Dans un autre village jurassien, ils exécutent un résistant devant son domicile sous les yeux de sa femme. Plus tard, il assiste au massacre de Dortan, puis conduit les troupes allemandes jusqu'à Oyonnax, Nantua ou Bellegarde, je ne me souviens plus. Tous les Allemands débarquent des camions et montent sur des chars qui attendent là. À la suite de ça, il rejoint Saint-Dizier, rejette le camion à son patron et quitte son employeur sur le champ. Mon oncle a été tellement traumatisé par toute cette histoire que personne dans la famille n'en avait entendu parler. Pourtant, nous habitions à moins de 50 mètres l'un de l'autre et pendant 54 ans, il n'a jamais desserré les dents. Et si je n'avais pas été muté à Lons, jamais il n'en aurait parlé. Un jour, il nous avait invités chez lui pour boire son petit vin de rhubarbe. De là, il s'est dévoilé un petit peu. C'est là, moi j'y suis passé une fois à Lons. À la suite de ça, il dit, viens, on va viens nous voir à Lons et on refera le périple que tu as fait toi. Jamais il n'a voulu venir à la maison pour revivre ce qu'il avait vécu. Il est décédé en 2004, à l'âge de 80 ans, emportant avec lui tous les secrets enfouis durant 54 ans. Il n'a jamais voulu revivre ces atrocités. Le 10 juillet, depuis le matin, les convois de l'armée allemande traversent le village, se dirigeant vers le Haut-Jura. Avec mes parents, nous avions très peur car mon frère Auguste et mon beau-frère René Marillier étaient au maquis. Le 10 juillet, je suis à l'école. Les grandes vacances approchent, officiellement fixées au 14 juillet. Elles commenceront plus tôt cette année. Notre instituteur, M. Maurice Allard, nous demande de ranger nos affaires et de ne pas revenir le lendemain, car les Allemands, arrivés toute la journée à Conliège, ont réquisitionné le bâtiment. Nous, les élèves, apprenons cette bonne nouvelle avec le sourire, mais notre maître ajoute sur un ton sévère que nous avons tort de nous réjouir sans que nous ne comprenions pourquoi. Les adultes doivent savoir des choses que les enfants ignorent. Je remonte la rue haute, comme d'habitude, sans crainte aucune, malgré la présence de nombreux soldats allemands. Dans l'après-midi du 10 juillet 1944, je suis chez mes parents, impasse des Sommières, rue Haute, à Conliège, où nous apprenons que les Allemands sont dans le village. Ma sœur est chargée d'aller se renseigner et elle revient avec de mauvaises nouvelles. Toutes les issues sont fermées et il n'est pas question pour ma part d'envisager une fuite. Je suis conscient de l'immense risque. En fin d'après-midi, je viens,
comme d'habitude devant la chapelle, lieu de réunion des habitants du quartier. Là, des hommes bavardent, dont les frères Sainte-Barbe, André, Paul et Pierre, qui sont mes aînés et que j'accompagne souvent aux travaux des champs. J'entends encore un homme du quartier dont je ne suis bien incapable de citer le nom leur dire « Les jeunes, vous ne devriez pas rester ici. Prenez chacun une hotte et une faux et faites comme si vous alliez chercher de l'herbe pour les lapins. Ensuite, vous disparaîtrez sous les feuillages dans la côte. » Et André de répondre « Il n'y a pas de raison. Nous n'avons rien fait de mal. Que peuvent-ils nous faire ?» Je rentre à la maison, ignorant à cet instant que je ne verrai plus jamais mes aînés. C'était le 10 juillet au soir. On avait arrivé tous cette colonne de Russes avec les Allemands. Vers quelle heure à peu près? 5 heures. 5 heures. Ah oui, c'était 5 heures du soir. Donc c'était plein jour, oui. Ah oui, c'était en plein jour. Tout le monde a regardé, tout le monde regardait ça comme curieusement, quoi. Et puis ils ont commencé un petit peu à faire la bringue, à boire, assis, à faire une pantomime partout, broyer. Mais jamais personne n'aurait pensé qu'ils allaient faire ça le lendemain matin. Le 10 juillet en fin d'après-midi, une colonne allemande arrive et prend position dans Conliège. Notre salle à manger est vite réquisitionnée pour loger le commandant et son aide de camp. Maman doit préparer 2 lits et 2 repas pour le soir. Monsieur Banderier, boucher et voisin, est sommé de fournir la viande. Il y avait beaucoup de soldats logés sur notre terrasse. Un officier a ordonné à mes parents de lui faire un lit, ainsi qu'un autre pour son ordonnance. À partir de 19h le soir, nous ne pouvions plus sortir. Nous ignorions ce qui se passait dans le village. Il y avait 2 canons braqués sur les coteaux. Nous ne sortions pas de la maison. Tout à coup, les camions se sont arrêtés près de nous. Mon père parlait avec les chauffeurs qui étaient des civils et français. Le repas du soir commence, au menu des crêpes du genre mat-fin. Chic alors, j'adore. Soudain, des soldats font irruption dans la cuisine par la porte vitrée qui donne sur le jardin. Ils sont passablement éméchés et réclament du schnapps. Mon père fait mine de ne pas comprendre. Ils restent debout, font plusieurs fois le tour de la table, gesticulent, haussent le ton, puis s'en vont en grommelant. À la maison, la nuit fut agitée. Dans le couloir, il y avait un soldat avec une radio dans le dos qui parlait tout le temps. Toute la famille se regroupa dans une seule chambre pour la nuit. À 5 heures du matin, il y a eu un coup de sifflet. Et ça a commencé la robe depuis le dessus de la rue haute. Je me suis mariée, où le fils était parti vers la campagne. Et puis ils ont descendu, puis ils ont commencé à ramasser les gens, tout le monde, hein, les hommes âgés, les jeunes, tout le monde. Ah oui. Et ils sont descendus en faisant toutes les maisons. 11 juillet. J'ai mal dormi. Les premières lueurs du jour apparaissent sous un ciel chargé d'où tombe une pluie fine. Un bruit de bottes laisse supposer que les Allemands quittent le village en direction du plateau par la route des monts. Discrètement, ma mère regarde par la fenêtre de la chambre et dit « Tiens, le Marcel marié est déjà sur la route devant chez lui. Il doit aller aux champignons. » Mon père, qui a tout compris, se lève et s'habille rapidement. Peu de temps après, des coups de crosse sur la grosse porte du cellier au bord de la route. Le verrou à peine tiré, mon père est sorti sans ménagement et va rejoindre les hommes du quartier dont les maisons d'en face ont déjà été fouillées. Plusieurs soldats allemands entreprennent alors la fouille systématique de notre maison. L'un d'eux pénètre dans notre chambre basse où nous sommes couchés. Mes frères, André, 7 ans, Claude, 4 ans, Hubert, 2 ans, et moi-même, 9 ans. En hurlant « Terroristes, terroristes !» nous sommes jetés à bas de notre lit. Mes jeunes frères pleurent, ils sont effrayés, n'appréciant pas un tel réveil. La penderie est malmenée, les placards renversés, puis l'Allemand va continuer son œuvre dans le grenier. Sans plus de succès, renversant les javelles de sarment, piquant le foin à la baïonnette. Son passage dans notre chambre n'aura pas duré. De très bonne heure,
Le lendemain, 11 juillet, vers 5 heures du matin, de grands coups sont frappés à la porte. Ils sont là, allemands ou cosaques, je ne me souviens pas. J'ai la vision d'un fusil baïonnette au canon perçant le four de la cuisinière familiale. Ils ne me laissent même pas une minute pour embrasser ma mère et me font dévaler les escaliers avec cette arme dans les côtes. C'était qu'ils en avaient embarqué nombreux, hein. C'était une vraie masse de gens qui poussaient. À 5h30 du matin, 3 soldats rentrèrent dans notre chambre, nous firent sortir des lits, regardèrent sous les matelas, fouillèrent les armoires. Mon petit frère Armand et moi avions très peur de voir ces hommes casqués avec de grandes capes et des fusils. Oui, ça vous fait quelque chose. Le 11 juillet de très bonne heure, la rafle commence. Un Allemand en armes m'emmène chercher des habits pour un monsieur, je ne me souviens pas de son nom, qui habitait 29 rue Haute, arrêté parce qu'ils avaient trouvé chez lui des cartes d'état-major. À son domicile, tout était renversé, poste SF éventré, etc. Sa femme en pleurs me remit des vêtements en me disant que de l'argent était caché dans les chaussettes. En sortant, je constate que des Conliégeois étaient alignés sous bonne garde contre le mur de la maison Crinquant. J'ai apporté les vêtements à ce monsieur, toujours accompagné. Il se trouvait déjà dans le camion de charbon de bois servant à alimenter les gazogènes des autres véhicules stationnés sur la place. Ensuite, je me suis dépêché de rentrer à la maison et de suivre les événements derrière les volets. C'est là que j'ai vu le jeune Darphin, les mains attachées avec une corde et chargé sur un camion. Un tas de vieilles armes, de vieux vélos étaient empilés sur la place. Puis ce fut le départ de la colonne avec tous nos jeunes Conliégeois en tête. Ils devaient se rendre vers la poste, angle rue des Jardins. Il y a eu un nouveau coup de sifflet, alors ils étaient arrêtés au chalet et devant le Saint-Esprit, et ça a été fini. Ils ont remballé, ils ont descendu tous nos gens, comme je vous dis, comme un troupeau, et puis ils ont embarqué. Voilà, ils sont tous partis comme ça. On regardait ça d'un air. On s'en est vraiment hébété, on disait mais où c'est qu'ils nous emmènent nous? Et voilà, et puis ils les ont montés sur des camions, et puis ils les ont embarqués. Tous les hommes, de tout âge, des premières maisons en haut de la rue Haute jusqu'au numéro 46, sont amenés sur la place du village, soit environ 114 personnes. Regardez ça hébété. Comment voulez-vous qu'on réagisse devant une horde comme ça, qui broyait, qui se machinait, qui avait des fusils, personne ne disait rien, tout le monde a regardé. Tout le monde était comme ça derrière ses fenêtres, ou bien tout le monde se cachait même. Les plus âgés sont relâchés. 24 autres hommes seront amenés jusqu'à Bourg-en-Bresse pour un nouveau tri. Nous voyons passer en courant M. Charles Comte, garde champêtre, prisonnier évadé, qui habitait alors dans les locaux actuels du foyer rural et de la poste. Il avait demandé aux Allemands l'autorisation d'aller changer de chaussures. Il pénètre chez nous et demande à mon père de lui ouvrir une porte située à l'arrière de la maison, afin de gagner le chemin du moulin et la côte de Montaigu, puis ensuite la Crotte-Nachon, je pense. Il informe également mon père que les jeunes de la rue Haute ont été rassemblés en plusieurs endroits. On apprend que 2 hommes ont réussi à s'enfuir chemin de la poste, M. Buffard et un militaire nommé Beaubriétaire. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont pu se sauver? Il y a de M. Comte qui a su le garde champêtre sur la place, qui a dit qu'il était mal chaussé, qu'il voulait aller mettre des chaussures, puis lui, il a vite passé par derrière, et puis un autre monsieur, que je ne me rappelle pas de son nom, qui est passé aussi par derrière. Et tous les autres avaient oublié un peu les parents, comme M. Turel, ils ont bien écouté qu'il fallait partir. M. Turel est monté chez ses oncles à Brio, M. Valrin sur la place, il était pris le premier, sa tante lui avait dit de partir, il n'est pas parti. Mais entre-temps, il y a donc cette histoire les jeunes, là, Colonna, mon beau-frère, comment que c'était avec eux, ils sont partis à la grotte à Nachon. Mais voilà, c'était ce jour-là? Ah ben oui. Ah, d'accord. Oui. Et puis voilà. Donc c'était le matin, ça? Ils sont partis? Oui, mais ils sont partis. Ah ben oui, bien sûr. Quand ils ont entendu le... Ah ben oui, quand ils ont su qu'ils s'en allaient avec tout le monde. Eux, ils ont pris par derrière. Et puis comme ils savaient où était la grotte à Nachon, ils sont montés là-haut. Vers 8h30 environ, nous avons entendu les coups de feu qui assassinaient ce jeune innocent. Nous ne savons pas qui il était.
Puis les soldats ont commencé à charger le mousseux et d'autres matériels volés, postes de radio, casseroles, puis ma bicyclette. Et nous étions là, sans pouvoir rien faire. Nous voyons passer le camion où le jeune Darphin est allongé face contre terre. On apprend qu'il a été fusillé à la sortie du village. Quelques instants après, l'abbé Dallot est venu me chercher pour servir sa messe, et c'est en sortant de l'église que nous avons appris l'assassinat du jeune Darphin. Son corps fut déposé à la salle des pompes. Bien chers parents, vous avez dû être bien en souci voilà une semaine, et je vous comprends. Les jours ont passé, les uns après les autres, sans que vous ne sachiez grand-chose à notre sujet. Mais aujourd'hui, sans doute, vous êtes déjà renseignés sur le lieu où nous sommes internés et l'emploi de notre temps par ceux d'entre nous qui ont été libérés. Rassemblés à Caen-Liège, nous avons été groupés vers le chalet et de là, emmenés par 10 au Saugeois, où un camion nous attendait. J'étais avec les 3 Sainte-Barbe, Paul Gallet, leur commis, le mari de Solange Moret, Michel Meige, Crinquant, Roger Raymond, Paul Gillard, le reste suivant à bicyclette encadré par de nombreux soldats. Près de nous également des soldats, Russes pour la plupart et quelques Allemands. Pour siège, 2 barres reposant sur des caisses à munitions. Le convoi s'est mis en route sous une pluie battante qui nous arrosa jusqu'à près d'Orgelet. Le chemin d'exil était lent. À tout moment, il fallait s'arrêter pour attendre les vélos et chacun se demandait où l'on allait. Serait-ce Moirans, Orgelet, Arinthod ? Le croisement de la bifurcation nous fixa pour un moment. Puis, ce fut la marche vers Dompierre, où plusieurs maisons brûlaient. Pont de la Torraigne, où une voiture allemande était renversée sur la route et brûlait. Le convoi s'arrêta et l'on chargea près de nous un soldat mort. Puis l'on s'achemina vers Orgelet en flammes. La résistance avait dû y livrer combat. Des traces de bataille, de pillage et de meurtre se voyaient de ci, de là. Jusqu'à Briat, rien d'anormal. Passé le pont, les soldats sautaient en bas du camion et nous après eux. Les premiers gagnèrent les arbres du bord de la route et nous cherchâmes un abri dans les talus pour y laisser passer les rafales de fusils mitrailleurs qui tiraient d'en face. Les Allemands répondirent, puis nous firent remonter dans le camion pour aller un peu plus loin, où la bagarre reprit de plus belle. Mais là, il nous fut défendu de descendre du camion. Je vous assure que ça tirait fort et que chacun se faisait bien petit sur le plancher du véhicule, où par instant on s'était aplati. C'était pour nous en effet le baptême du feu, et c'est malgré tout quelque peu impressionnant. Le miaulement des balles n'a rien d'agréable, surtout des armes automatiques. L'escarmouche terminée, la route reprit sous un soleil orageux par un chemin où l'on devinait partout l'embuscade dans cette nature sauvage, où pas une maison ne s'abrite. Nous ne savions ni où nous étions, ni où nous allions. Enfin, une maison en flammes, puis un clocher, et des flammes encore. Je reconnus le village de Charchilla, et l'on poursuivit, sans passer par le village sur Moirans, et à 1 kilomètre du bourg, arrêt. On descendit du camion, et ceux qui voulurent purent prendre une bicyclette. C'est ce que je fis car je ne me sentais pas très sûr dans le camion. Après une pause d'1 heure environ, direction Moirans, que l'on traverse à la lumière des incendies et parmi les brandons qui tombaient de toutes parts sur la route. Personne dans les rues, quelques coups de feu encore. C'était lugubre. Puis un arrêt. Marche forcée sur Villars, que nous laissâmes à gauche pour redescendre sur Geurs. Puis la nuit nous trouva sur le bord de la route, à quelques kilomètres du village, sur la route de Bourg. Nuit étrange, minute d'angoisse. Souvent, le sommeil bien lourd déjà est coupé par des fusillades, des éclatements de grenades ou d'obus. La pluie nous tombe sur les pieds. Chacun se resserre contre son voisin pour y trouver un brin de chaleur. Au matin, de bonne heure, départ à pied pour travailler sous une faible escorte au déblaiement de la route obstruée par de nombreux et puissants barrages. Les balles sifflent de tous côtés. Il faut faire du ramping dans un fossé peu profond, puis s'arrêter. Les balles ricochent sur la route et rebondissent sur nos têtes. Le chef de groupe commande, après une accalmie, à un bond en avant. On relève timidement la tête et l'on se suit à contre-cœur. Nouvelle rafale, nouvel aplat. Je suis en tête de la file, derrière le soldat allemand. Il a sa culotte traversée par une balle.
Il se jette sur la gauche en portant mes lunettes. Je les cherche à tâtons dans l'herbe. L'endroit n'est pas bon. Je rampe légèrement jusqu'à derrière un tas de fagots d'où je laisse passer le reste de la rafale. On arrive enfin au barrage. Travaille jusqu'à grand midi sans manger. Puis, la route débarrassée, l'escorte s'en va. Nous la suivons à pied. Partout des villages en flammes. L'Avancia et d'autres dont je ne connais pas le nom. Arrivé à Dortan, vers les 3 heures, pause. On mange un morceau de pain de soldat, des personnes nous donnent du fromage, puis nous repartons sur Uffel. Violente bagarre. Les 77 cognent dur, l'aviation passe et mitraille. Le maquis tient bon, puis cède. On arrive au village qui brûle déjà et où un chauffeur de la colonne est tué. Puis l'on continue sur Toiret. Forte bataille, encore où l'artillerie allemande cogne fort. Après 1 heure de lutte, c'est le retour à la nuit tombante jusqu'à Dortan, où l'on arrive près des minuit. Un café abandonné nous sert de refuge où nous restons là jusqu'à lundi soir, dans une tranquillité relative. Bien soignés car nous vivons comme les soldats, de pillage. C'est triste ces choses-là, mais nous en reparlerons. Nous avons quitté Dortan hier pour gagner Oyonnax, Toiret, Jasseron, puis Bourg. Promenade fatigante à bicyclette dans une région très accidentée. Nous défilons à travers la ville pour venir jusqu'à la Commandantour, et de là à la caserne d'artillerie toute proche de la gare. Couché dans la paille, après un repas servi par la Croix-Rouge, personne n'a besoin d'être bercé, et le matin, le soleil s'est levé sur notre caserne et sur cette journée du 18 juillet, qui vit la libération d'un certain nombre d'entre nous. Quant à nous, qui restons, nous avons été appelés pour donner nos noms et adresses à la Gestapo. Nous attendons tranquillement les résultats de leur enquête. Ne vous tourmentez pas, chacun garde bon moral. Le tarot dissipe les minutes de cafard quand elles viennent et nous gardons bon espoir. Nous avons confiance en Notre-Dame de Lorette. Priez-la pour nous. Nos pensées et notre cœur sont avec vous. Nous vous embrassons tous et de tout cœur. Jean. Le lendemain, 17 juillet, dans l'après-midi, nous arrivons à Bourg. Nous apprenons à la caserne Brouet qu'un grand nombre d'hommes sont arrivés avant nous, et aussi les habitants de Bourg, dont 1 millier environ ont été relâchés. Il y a un certain remue-ménage dans cette caserne, et nous ne savons pas du tout ce qui se passe. Au cours de l'interrogatoire par un jeune SS, Paul Lançon présente un certificat de complaisance rédigé par un médecin de Nice, le disant gravement malade. Une infirmière de la Croix-Rouge tient tête à l'officier SS et exige sa libération pour raison de santé, ce qu'elle obtiendra. Paul Lançon est libéré et pourra rejoindre son domicile avec 10 autres conliégeois libérés eux aussi. Françoise Giroud a écrit « Un homme oublie beaucoup de choses dans sa vie, mais n'oublie jamais l'heure de son arrestation. » Edmond Michelet, ministre de De Gaulle, avait écrit quant à lui « Je serai toujours aux côtés de ceux qui ont des menottes ». Cette maxime que j'ai mise en pratique durant 17 ans, au titre de visiteur de prison. À Bourg-en-Bresse, c'est le premier contrôle d'identité et tri. Les plus de 30 ans sont libérés. Nous partons ensuite pour Compiègne, via Lyon, en train de marchandises ou de voyageurs verrouillés. À Compiègne, nous attendons le convoi en formation qui nous amènera debout à 80, 100, 120 par wagon à bestiaux vers une destination inconnue. Nombreux arrêts sur les voies de garage afin de laisser passer les convois militaires. Voyage qui durera 3 jours, je crois par une chaleur de fin de juillet, dans des conditions inhumaines, sans manger ou presque ni boire, dans un air rendu irrespirable par la chaleur et les excréments piétinés qui ne pouvaient pas toujours être éjectés dans le bac prévu à cet effet dans un coin du wagon. Nous sommes environ 2000 à notre arrivée au camp de Neuengamme. Là, en descendant des wagons, nous découvrons l'horreur. Accueillis par nos gardiens, nos futurs bourreaux et leurs chiens, nous découvrons l'horreur lorsque nous apercevons les camarades déjà là depuis quelque temps. Nous sommes presque nus, en chemise ou en caleçon. Pendant ce dur voyage, nous avions déjà perdu notre dignité.
Maintenant, nous allons perdre notre identité et, pour la plupart d'entre nous, la vie dans des conditions effroyables. Nous sommes dévêtus des vêtements qui nous restent, rasés de la tête aux pieds. Nous sommes maintenant des matricules. Nous devons dorénavant comprendre et prononcer en allemand. En attendant d'y parvenir, les coups de bâton tombent sans retenue. Puis c'est la tenue de bagnard, habit en toile rayée, une casquette, une veste, un pantalon et une chemise sur laquelle est inscrit, en ce qui me concerne, le numéro 40900. Et au pied une paire de claquettes rudimentaires. À partir de ce camp, nous sommes dirigés dans différents commandos, extérieurs au camp principal. Ma première affectation à Salzgitter, une mine de fer, afin d'y installer une voie ferrée avec Fernand Hugonnet, les 3 frères Sainte-Barbe, Michel Meige, Charles Crinquant et Roger Beauvand. Levé à 4 heures du matin, rassemblement au premier appel, premier coup de bâton. Afin que le compte soit exact, plusieurs appels étaient nécessaires. Nos bureaux n'étant pas des énarques, ils se trompaient. Étaient-ils seulement des êtres humains? Au matin, séance de coiffure. Tous les poils devaient partir, sur la tête, le corps, les parties sexuelles, plus un poil. Ça faisait un drôle d'effet de se voir comme cela, car nous étions à ce moment-là encore groupés entre conliégeois malgré tout. On ne se reconnaissait plus. Ensuite, habillement avec des oripeaux et direction le bloc 15, où nous devons rester quelque temps, 8 ou 10 jours. J'étais devenu le matricule 40 892. Puis départ vers un commando Busing Construction de Camions, à Braunschweig ou Brunswick. Non pas pour de la mécanique, mais pour faire de la maçonnerie. Nous étions en tout 74 Français, quelques Espagnols et des Russes. Mais avec moi, aucun conliégeois. Devenu le numéro 40 911, je fus affecté avec les frères Sainte-Barbe, André, Paul et Pierre, Roger Raymond et la plupart des conliégeois à Salzgitter, une mine de fer à ciel ouvert, où nous commencions le travail à 7 heures sans arrêt jusqu'à 18-19 heures. Nous ne disposions pas de montre. Ensuite, de retour au camp principal et dirigé vers Husum, seul avec Jean Broutet. Confection de tranchées anti-chars d'1,80 m de profondeur, la plupart du temps dans l'eau. Commando de terreur, où les coups de toutes sortes s'abattaient sur les êtres sans nom et sans défense que nous étions devenus. Pour nous rendre au chantier le matin et revenir le soir au camp, nous parcourions parfois 12 km à pied. Lorsque nous traversions les villages, une partie des civils riait et se moquait. Les autres restaient indifférents. Nous étions affamés et exténués à force de maltraitance inqualifiable. Une boule de pain pour 15 personnes, une gamelle d'eau avec de l'orge grillée pour café et des porcs à pied pour le chantier. À midi, distribution sur la place de la soupe, de l'eau claire où flottaient quelques morceaux de rutabaga. Vers 18 heures le soir, retour à pied du commando. Nous devions porter nos camarades blessés ou décédés dans la journée afin qu'ils participent à l'appel du soir, morts ou vifs. Puis distribution d'une rondelle de pain avec un petit morceau de margarine. Le soir au dortoir, nouvel appel. Ces appels duraient parfois très longtemps, dehors par tous les temps, par -20, -25 l'hiver. L'été, nos pauvres costumes, lorsqu'ils étaient mouillés, séchaient sur notre corps. L'hiver, ce même costume gelait sur nos corps. Nous ne disposions pas de montre, donc pas d'heure. Nous vivions ici à la merci des SS et d'autres tortionnaires sous la crainte, les mains nues sans défense. Je fus affecté à Kalterkirchen, à 30 km de Hambourg, pour la construction des pistes des premiers avions à réaction. V1 et V2 sans pilote, qui allaient s'écraser sur l'Angleterre. Nous travaillions dans des conditions inhumaines, là aussi. Les costumes rayés et trempés durcissaient par le gel sur notre corps, engendrant chaque jour de nouveaux décès. Mauvais traitements, pneumonie,
épuisement et autres. Nos forces diminuaient, la surveillance était constante. Aucun relâchement permis, sinon les coups de bâton pleuvaient sur nos malheureux squelettes. Un matin, en arrivant sur le chantier, j'appris par Pierre et Paul Sainte-Barbe que leur frère André était décédé dans la nuit. Aux abois, nos tortionnaires nous embarquèrent en train, de Hambourg à Sandbostel. 8 jours sans boire et sans manger. Puis ce fut le comble du sadisme, de l'ignominie. Arrivés à Sandbostel, nos assassins nous donnent enfin de l'eau. Cette eau est versée dans les seaux mal rincés qui avaient servi à récupérer nos excréments durant les 8 jours de voyage. Déshydratés, assoiffés, réduits à l'état animal, nous sommes jetés sur ce breuvage mortel. Le typhus s'empara de ce qui restait de nos forces et de nos corps. Les troupes canadiennes et anglaises arrivent le 7 mai 1945, mais bien tard. Ils découvrent le triste décor de Sandbostel, des monceaux de cadavres dont il a soui, quelques-uns dépecés. Les Alliés entrent dans le camp en bottes et masques à gaz afin de soigner les survivants. Certains docteurs anglais mourront aussi du typhus. Au mois d'avril 1945, à bout de force, je fus évacué de Neuengamme à Wattested, de Wattested à Ravensbrück au bloc Hennum. Fin de vie, dirions-nous maintenant. Nos bourreaux n'ont-ils pas eu le temps et les moyens techniques de nous exterminer afin de nous faire disparaître? Un matin, départ du camp, soit en colonne à pied, soit en remorque tirée par des tracteurs. Les civils allemands, eux aussi, s'en allaient, c'était la débâcle. Nous étions toujours encadrés par nos gardiens. Je pense avoir parcouru une 20aine de kilomètres dans une remorque. Dans la colonne à pied, cette marche forcée sonnait le glas des camarades les plus faibles. Parfois, celui qui tombait était relevé par des camarades et continuait la triste marche, soutenu par eux tout aussi squelettiques, sinon froidement abattu par une balle dans la nuque. Quand dans la nuit, avec quelques camarades dont Marcel Borondeau et Georges Fournier, lorsque le tracteur bute un arbre et stoppe brutalement, je suis éjecté de la remorque. Mes 2 camarades me rejoignent à terre et nous profitons de cet incident pour nous dissimuler. La bataille entre soldats allemands et russes fait rage. Nous nous réfugions dans un bois, au-dessus du pays, à l'intérieur d'une baraque, et nous attendons. Des soldats arrivent. Étaient-ce nos libérateurs ou allions-nous être repris? Par bonheur, l'enfer était terminé. Nous venions d'être libérés par l'armée russe. Mais dans quel état? Le surlendemain, les Russes étaient là. On a pu manger à notre faim, peut-être trop. Certains en sont morts. Il était maigre, mais c'est méconnaissable d'abord. Hein. Ah oui. Puis qu'il avait bien dit, ils avaient bu leur urine le long de la route. Oui. Ah ben oui. Ils sont arrivés juste, et c'était extrémiste, hein, eux. Ils ont été vraiment des miraculés. Hein. Nous sommes restés 3 semaines dans un petit village allemand, puis avons été rapatriés par Parchem, où je suis tombé malade. Direction, l'hôpital des Anglais à Leineburg. Rapatriement le 15 juin à l'hôtel Lutetia à Paris, puis le Jura. À présent, vous dire les traitements inhumains, c'est incroyable. Les coups de schlag, je ne les comptais plus. D'hôpitaux en hôpitaux, Allemagne, Belgique, Paris, dans le même wagon et la même ambulance que Roger Raymond, qui était habillé en allemand et avait perdu la parole, et moi en pyjama. J'avais peur de l'uniforme dont il était accoutré. Nous ne pûmes nous causer. J'arrive à Conliège après le 14 juillet. Comment ai-je pu survivre? Si je n'ai guère de souvenir de cette sinistre journée du 11 juillet 44, je garde à jamais dans ma chair le terrible calvaire enduré par mes parents, restés sans nouvelles de leurs 3 fils pendant de longs mois. Que de larmes et que de questions. Où sont-ils? Ont-ils faim? Ont-ils froid? Au moment de chaque repas, ont-ils eux aussi quelque chose à manger? Calvaire entrecoupé d'espoir, au rythme de l'avance des armées alliées,
jusqu'au jour où il fallut se rendre à l'évidence. Ils ne reverraient aucun de leurs 3 fils vivants. Si mon père Bernard, homme de caractère, supporta courageusement cette terrible épreuve, ma mère ne s'en remit jamais. Elle n'a pu accepter cette cruelle séparation, attendant leur retour jusqu'à la fin de sa vie en 1979. Je vous dis, moi je les vois, quand je repense à eux, je les vois encore à leur âge, bien entendu, quoi. La rafle de Conliège ne fut qu'un épiphénomène de la Seconde Guerre mondiale, mais elle a profondément marqué le village et les familles. Elle rappelle l'immense violence et cruauté des hommes dans la guerre, qui au nom d'une idéologie, souvent au service d'autres intérêts, vont détruire des vies, dans d'abominables souffrances, sans oublier les parents, les mères, qui ont vu partir leurs enfants et ne jamais revenir. Il faut se rappeler des victimes, se rappeler du pourquoi, pour quelles raisons ces événements ont eu lieu. Le meilleur hommage que l'on puisse rendre à toutes ces vies anéanties, c'est d'être vigilant, ne pas laisser s'installer un climat de haine, ne pas tolérer des discours d'exclusion, ne pas céder à ceux qui nous disent que le problème, c'est l'autre. C'est pour ça, comme vous dites, il faut quand même essayer de faire penser aux gamins tout ça, pour que ça ne se revienne jamais, ça, puisque comment faire, hein? C'est difficile. So